Bonjour à tous et bienvenue dans les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons plonger au plus profond des océans pour aller à la rencontre de créatures aquatiques fantastiques. Qui sont les snorkies? Qui mais qui sont les snorkies? Des super amis. Alors ouais non, ce seront pas les snorkies par contre. On va voir que les créatures que l'on va rencontrer seront un petit peu plus badass que ça. Et elles seront aussi un petit peu mieux dessinées. Il va donc être question aujourd'hui de Abyss. Alors non, pas le film de James Cameron sorti en 89, oui voilà, ça plutôt. Abyss est donc un jeu à deux auteurs, le premier étant Bruno Cathala, qui est un grand habitué de ce type de collaboration sur les titres ludiques. Alors Bruno Cathala, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le palpitant Jamaïca, je vous invite à aller la voir si vraiment vous connaissez pas ce jeu, vous allez tomber sous le charme. Le deuxième auteur étant Charles Chevalier, dont là aussi j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Jurassic. Et je ne peux pas ne pas citer l'illustrateur Xavier Colette, parce que ce mec est à l'origine de certainement deux des plus beaux jeux au monde, Mysterium et Abyss. Vous allez voir, ce jeu est somptueux. Alors Xavier Colette, moi j'en avais parlé déjà dans ma vidéo sur Crow, j'avais été sévère avec les illustrations, et vous allez constater que là, au niveau graphisme, on n'est absolument pas sur le même niveau de dessin. Abyss est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, alors c'est ce qui a marqué sur la boîte, et sincèrement je pense que vous pouvez débuter à partir de 10-12 ans, il n'y a aucun problème, le jeu est vraiment très simple, même s'il y a pas mal de combinaisons à faire avec les cartes, etc. Les règles sont simples, les actions sont simples. Et des durées de partie annoncées de 45 minutes, alors là par contre, à 4 joueurs, je pense que vous y passerez plutôt 1h30. Enfilez vos scaphandres, préparez-vous à une plongée dans l'univers sombre et froid des abysses. Pendant ce temps, moi je pose les pions, enfin les perles plutôt, vous allez voir qu'on joue avec des perles dans ce jeu, sur la table. Voilà, Abyss est installé, alors commençons par ce qui a contribué à l'énorme buzz autour de ce blockbuster ludique en son temps à sa sortie, son design. Voilà, vous le voyez là, Abyss est sombre, Abyss est beau, c'est une réussite esthétique pour le plus grand plaisir de nos pupilles, ça c'est un fait. Alors c'est sûr que sombre ça peut déplaire, hein. Personnellement moi ça me dérange pas du tout, hein. J'adore cette petite touche là oppresso, angoisso, gothique qui se dégage de l'univers installé. Ensuite beau ça reste bien entendu subjectif, hein, mais je crois que là on peut s'accorder pour dire qu'un effort substantiel a été dédié au design quand même, hein, et que ça contribue à l'immersion dans les profondeurs si je puis dire de ce jeu. Hormis les cartes et le plateau de jeu, on voit que côté matos on dispose de jolies petites perles blanches comme je disais en intro, en guise de monnaie d'échange et de coquillages thermoformés, voilà, en tant que porte-monnaie. Pour en finir avec le matos, il est agréable de signaler que de plus Abyss est personnalisé, c'est-à-dire que voilà, il existe 5 ou 6 graphismes de boîtes différents. Alors à l'intérieur de la boîte c'est toujours la même chose, hein, c'est simplement le dessin de la boîte qui change, et donc vous choisissez bien entendu le dessin qui vous sied le plus. Alors bien entendu que c'est inutile, et justement c'est là toute la beauté de l'art, hein, voilà, fournir au geek ce que le geek ne demandait même pas. Et d'ailleurs à ce sujet, je sais que vous vous en foutez comme d'un Monopoly en franc, mais personnellement, vous l'avez vu dans le générique, j'ai fait le choix de la boîte bleue. Alors bon, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, hein, parce que bon, un beau jeu, ça fait jamais tout, ça se saurait. Qu'en est-il du système de jeu? Eh bien la mécanique est très simple puisque l'on a le choix entre 3 actions et 3 actions seulement. Donc une seule action à faire par tour, à choisir parmi 3 actions, c'est plutôt peinard. Je passe rapidement sur le thème du jeu, hein, parce qu'il est vraiment anecdotique, même s'il est super bien habillé. Voilà, c'est des manigances politiques et essayer d'avoir un maximum de voix au conseil, des profondeurs, etc., etc. Enfin bref, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Donc la première action, ça va être d'explorer les profondeurs. Alors on voit qu'en haut du plateau, on a une piste, voilà, avec 5 emplacements de cartes matérialisées, et on va tout simplement, voilà, piocher déjà une première carte dans cette pioche, juste à côté des emplacements de cartes. Et donc voilà, on va tomber en fait sur un allié. Donc les alliés sont multiples et variés, hein. Il peut y avoir des pieuvres comme là, il peut y avoir des coquillages, il peut y avoir des hippocampes, des crabes ou des méduses. Les alliés vous permettront de récupérer des points de victoire en fin de partie, mais pas que, ils vont vous servir aussi de monnaie d'échange pour acquérir des seigneurs tout au long de la partie, on verra ce que c'est tout à l'heure. Et les seigneurs, eux, rapportent vraiment
de gros pactole en termes de points de victoire. Donc là voilà, j'ai ma pieuvre avec sa petite icône de faction, la faction pieuvre, et j'ai sa valeur en dessous, donc ça c'est sa valeur en termes de monnaie d'échange. Donc une fois que j'ai posé cette première carte, en fait, je vais faire un tour de table pour savoir si les autres joueurs autour de la table sont intéressés par cette carte. Donc le premier joueur va me dire s'il est intéressé ou pas, le deuxième joueur va me dire s'il est intéressé ou pas. Le prix de ce premier allié, s'il intéresse quelqu'un, sera de une perle blanche, peu importe qui l'achète. Coût de cet allié qui d'ailleurs va directement dans votre petite coupelle, là, dans votre petit coquillage. Il vous le paye à vous l'allié, non pas à la banque. Si personne n'est intéressé, eh bien je vais pouvoir l'acquérir gratuitement. Par contre, si j'acquiers cet allié, eh bien mon tour s'arrête immédiatement. Donc admettons qu'elle ne m'intéresse pas cette carte, eh bien je vais continuer voilà, à piocher des cartes et à remplir cette ligne voilà, d'alliés. À chaque fois, je vais demander aux joueurs si ça les intéresse. Alors, on ne peut acheter qu'un seul allié par tour, donc ça veut dire que si quelqu'un a déjà acheté un allié, il ne peut plus participer à l'enchère suivante. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au fil des enchères, les prix grimpent, c'est-à-dire que le deuxième allié acheté par un joueur autour de la table coûtera 2 perles, le troisième allié acheté autour de la table coûtera 3 perles, etc., etc. Il sera toujours gratuit pour vous par contre. Voilà, donc je continue à remplir la ligne d'enchères tant que je continue à explorer, c'est-à-dire tant que moi-même je n'ai pas récupéré gratuitement un allié. Mais il peut arriver aussi qu'en explorant les profondeurs, eh bien on fasse de mauvaises rencontres et que l'on pioche d'autres types de cartes. Voilà, donc là par exemple, je viens de piocher une carte monstre, donc lorsque je pioche ce type de carte, eh bien je peux choisir de combattre ou de fuir le monstre. Si je fuis le monstre, eh bien je continue ma phase d'exploration comme si de rien n'était, je continue à piocher des cartes, etc., etc. La seule chose que je vais devoir faire en plus lorsque je pioche un monstre et que je décide de le fuir, c'est de descendre ici ce petit token sur l'échelle des menaces. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Si je parviens au bout de la piste d'exploration, c'est-à-dire si je n'ai pas pris d'alliés gratuits et si donc j'ai comblé les 5 espaces vides de 5 cartes, eh bien pour commencer je vais gagner une perle blanche. Les perles blanches qui donc, je le rappelle, me permettent d'acheter ces fameux alliés lorsque quelqu'un explore les profondeurs et que moi, je ne suis pas le joueur actif. Mais en plus de ça, je vais devoir obligatoirement prendre le dernier allié qui apparaîtra sur ce dernier espace vide. Et si j'ai pioché un monstre au lieu d'un allié, eh bien je vais devoir obligatoirement le combattre. Alors bon, combattre un monstre dans Abyss, ça va, c'est tranquille, c'est pépère, c'est pas trop violent, on gagne à chaque fois. Alors lorsque l'on a combattu un monstre, on obtient une récompense. Quelle récompense? Eh bien celle qui est située juste en face du petit token Muren sur la piste de menace, là, ici. Donc par exemple, si la piste de menace est au niveau 1, eh bien je pourrais choisir de gagner soit une perle blanche, soit un jeton point, la face cachée avec l'icône Muren. Donc il y a un petit peu de tout dessous, il y a du 3 points de victoire, du 2 points de victoire, du 4 points de victoire, enfin bon bref, vous avez compris. Et vous avez aussi compris que lorsque je fuis les menaces, eh bien ce petit token, il descend dans l'échelle de la piste de menace. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça veut dire que si j'avais été par exemple là au deuxième niveau, eh bien j'aurais pu gagner 2 perles blanches, ou une perle blanche et un jeton de points face cachée, ou 2 jetons de points. Si j'avais été au troisième niveau, j'aurais pu gagner une clé. Alors les clés, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Donc voilà, sur l'action exploration, en fait, on a du stop ou encore. Je continue à piocher ou je m'arrête de piocher et je prends l'allié gratuit. Je continue, je fuis la menace pour faire descendre l'échelle de menace et donc augmenter les récompenses en espérant retomber sur un monstre ensuite pour pouvoir gagner une récompense plus élevée. Et puis donc il y a ces enchères, puisque à chaque fois que vous piochez un allié, eh bien vous faites participer tous les joueurs autour de la table pour savoir s'ils sont intéressés par cet allié, s'ils ont envie de payer le coût de cet allié. Donc voilà, la phase d'exploration présente plusieurs intérêts: récupérer des alliés, récupérer des perles, récupérer des points de victoire aussi sur l'échelle de menace lorsque l'on rencontre un monstre. Bref, je pense que cette phase est assez claire. Une fois que la phase d'exploration est terminée, si jamais une menace a été résolue, si jamais on a combattu un monstre, eh bien l'échelle de menace revient à 0. On défausse les monstres qui n'ont pas été combattus sur la ligne d'exploration, et tous les alliés qui n'ont pas été utilisés, qui n'ont pas trouvé preneur, eh bien on va les mettre ici, voilà, au centre du plateau. Vous voyez, il y a 5 espaces là libres qui représentent chacun une des factions alliées. Donc tous les poulpes, voilà, on va les mettre ici sur l'icône poulpe, tous les coquillages, on va les mettre ici en haut de l'icône coquillage, et enfin les méduses là-bas. Et c'est très important de ne pas oublier de faire ça parce que vous allez voir que cela va être très utile pour la seconde action. Alors au lieu d'explorer, j'ai une deuxième action qui m'est proposée, elle est encore plus simple que la première, vous allez voir, puisqu'il suffit en fait tout simplement de prendre l'un des tas de cartes situés au milieu du plateau de jeu. Voilà, donc je récupère l'intégralité du tas de cartes de l'une des factions. Voilà, donc par exemple là, les pieuvres qui me semblent bien fournies, il y a beaucoup de cartes, donc je vais prendre celle-là. Donc ça, c'est une action extrêmement opportuniste, voilà, on profite des phases d'exploration précédentes, et c'est vraiment redoutable, on va le voir, parce que les alliés, je le rappelle,
constitue une monnaie d'échange pour acquérir les seigneurs. Et donc acheter un seigneur, on en parle tout de suite, c'est la troisième et dernière action possible. Et donc ils sont situés dans cette dernière ligne de carte là, située tout en bas du plateau de jeu. Donc par seigneur, entendez gros, pas beau, avec des muscles. Ouais, comme lui, mais bleu. Bon, là au niveau des cartes, vous étonnez pas s'il y a certaines cartes que vous retrouvez pas dans la boîte de base, parce que moi j'ai mélangé ce jeu avec l'extension Kraken, donc il est possible qu'il y ait certaines cartes qui proviennent de l'extension Kraken, mais bon, peu importe, ça change pas grand chose à la mécanique du jeu, sincèrement. Donc au niveau des seigneurs, il y a un petit peu de tout, hein, on va les voir, hein, ils sont tous affiliés en principe à une faction. Donc là par exemple l'exploitant je peux l'acquérir pour 10 hippocampes. Donc ces hippocampes ce sont les fameux alliés que vous avez récupérés soit en phase d'exploration, soit lorsque vous avez pris un paquet de cartes entier au milieu du plateau de jeu. Et donc là l'exploitant par exemple il me rapportera 12 points de victoire en fin de partie. J'aurais pu choisir également par exemple l'invocateur. Alors l'invocateur je le paye avec 8 méduses. Il rapporte seulement 8 points de victoire, mais par contre il a un pouvoir qui est immédiat, qui me permet de jouer un tour supplémentaire après celui-ci, donc c'est quand même relativement redoutable. La bergère, ici je peux la payer avec 8 hippocampes, elle me rapporte 6 points de victoire et elle rapporte également une clé. Alors je sais pas si vous vous souvenez, les clés, j'en ai déjà parlé lors de la piste des menaces. Lorsque l'on combat un monstre, en fait, on peut récupérer une clé, ça fait partie des récompenses. Et là aussi, lorsque l'on achète certains seigneurs, eh bien on peut récupérer des clés. Et les clés, que vous les ayez récupérées soit dans la piste des menaces, soit chez les seigneurs, eh bien lorsque vous en avez 3, vous contrôlez automatiquement un lieu. Les lieux, vous allez les chercher soit face visible là, voilà, on voit qu'il y a un lieu dont je peux connaître le pouvoir, le nombre de points de victoire, etc. en fin de partie, ou soit face cachée ici dans la pioche. Voilà, il y a des lieux qui permettent de récupérer des points de victoire en fonction de certains seigneurs, de certaines factions que vous avez en votre possession, plus des points de victoire fixes. Alors il y a certains seigneurs dont l'achat est un petit peu différent aussi, comme par exemple là le trésorier. Si je veux l'acheter, eh bien il va me falloir 10 en valeur, mais je peux composer, puisqu'on voit qu'il y a une icône pieuvre ici, mais il y a aussi une petite bulle blanche en haut. Ça signifie que je peux composer également avec les membres de une seule autre faction. Donc là par exemple dans ma main j'ai 7 en valeur pieuvre, et bien je vais pouvoir compléter avec un coquillage de 3 pour parvenir à 10 et obtenir le trésorier. Une autre chose à savoir, c'est que peu importe le seigneur que vous achetez, mais lorsque vous effectuez le paiement, lorsque vous défaussez les cartes pour le payer, vous gardez toujours devant vous dans votre zone de jeu la carte la plus faible utilisée pour ce paiement. Donc là par exemple je vais conserver une carte de valeur 1 pieuvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de partie, eh bien parmi les cartes qui resteront devant moi, là, parmi les alliés que j'aurai fédérés, eh bien les plus forts de chaque faction compteront comme des points de victoire. On va essayer de privilégier ce que j'appelle moi les alliés faibles forts, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va payer pour un seigneur, eh bien on va essayer de faire en sorte que la valeur la plus faible utilisée soit en réalité une valeur relativement forte. La partie prend fin lorsqu'un joueur a acquis son 7e seigneur, ou bien que l'on ne peut plus piocher, voilà, pour alimenter à nouveau la ligne des seigneurs. Donc à la fin de la partie, on va simplement compter les points de victoire que nous rapporte chaque seigneur que nous avons acheté, chaque lieu que nous possédons, chaque jeton de menace que nous avons en notre possession et que nous avons récupéré lorsque nous avons combattu, ainsi que chaque allié le plus fort de chaque faction que nous avons devant nous dans notre zone de jeu. Et voilà, j'ai tout expliqué à propos de la mécanique d'Abyss. Donc bon, rien d'exceptionnel me direz-vous, il y a du stop ou encore, il y a des enchères, il y a de l'opportunisme, il y a de l'achat de cartes. Mais bon, ça marche, et c'est pas du co-design. C'est simple parce qu'il n'y a qu'une action à faire parmi 3 très simples à appréhender. C'est pas dénué de tactique et de planification stratégique parce qu'il y a des combos à faire avec les lieux, avec les seigneurs. Moi, le seul défaut que je lui trouverais en termes de mécanique liée au thème, etc., eh bien, ce serait plutôt dans la piste des menaces. C'est-à-dire que quand on rencontre un monstre, eh bien, on gagne immédiatement le combat et donc ça fait pas très épique. Voilà, c'est pas très prestigieux comme bataille. Mais visiblement, ce petit défaut a été corrigé par l'extension Léviathan que je ne connais pas encore. Bon, par contre, je peux vous parler de l'extension Kraken parce que celle-là je l'ai, donc ça va. Alors, qu'y a-t-il dans cette extension Kraken? Eh bien, il y a de nouveaux seigneurs dont certains sont équipés par exemple de jetons qui vont vous permettre de réserver des seigneurs à l'achat pour pas vous les faire piquer par les adversaires ou pour tout simplement bloquer le jeu d'ailleurs. Vous pouvez aussi réserver les tas de cartes au milieu du plateau parce que c'est vrai que quand il y a des tas qui sont assez conséquents, c'est vite alléchant et donc on peut se les faire piquer rapidement. Il y aura aussi quelques nouveaux lieux qui permettent d'accéder à une nouvelle pioche de butin.
voilà, avec de nouvelles récompenses, etc. C'est encore une pioche de stop ou encore, si j'ose dire, voilà, avec des perles, des clés à gagner, etc., etc., des points de victoire aussi. C'est une pioche qui fait gagner pas mal de points. Hein. Enfin, la troisième innovation de cette extension, et non des moindres, ce sont les Nebuli. Alors, c'est assez marrant parce que lorsque j'ai découvert la boîte de jeu d'origine Abyss lors de sa sortie, j'avais défini ce jeu comme une sombre perle. Alors pourquoi? Parce que il y a les couleurs, voilà, qui sont sombres, parce qu'on utilise des perles, et puis n'ayons pas peur des mots, Abyss est une perle ludique. Et donc, dans cette extension, ces fameuses sombres perles, on les retrouve, voilà, les Nebuli. Alors ça représente l'argent corrompu, en fait, que l'on peut utiliser pour payer les alliés. Alors, il faut savoir que cet argent corrompu, on le gagne grâce à une nouvelle faction qui s'appelle les Kraken, donc. Et donc, que l'on peut récupérer lors de la phase d'exploration, hein, si vous avez bien suivi. Et donc, ces Kraken, en fait, on peut les jouer comme des jokers, puisque, voilà, ils ont la petite icône avec la bulle vide, ici. Alors, ces alliés sont assez dangereux, puisqu'en fin de partie, ils vous font perdre des points de victoire. Et de plus, lorsque vous les utilisez, voilà, pour acheter des seigneurs, eh bien, vous allez récupérer également des perles Nebuli, voilà, des perles noires, qui, elles aussi, vous feront perdre des points de victoire en fin de partie, mais qui, par contre, peuvent être utilisées, et c'est là que c'est drôle, pour payer des alliés lors de phases d'enchères. Donc ça veut dire que vous refourguez en fait vos Nebuli, votre argent corrompu, vos moins 1 point de victoire à un adversaire qui est en train d'explorer gentiment et de vous fournir un allié. Bon, on peut pas toutes les utiliser comme ça non plus, et il y a certaines conditions d'usage, bon voilà, je m'attarde pas non plus sur les règles de jeu, c'est pas le but de ces vidéos, vous le savez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ajoute de l'interaction, de la sournoiserie, du piment, et quelques insultes au passage. Et on va aussi retrouver dans cette extension la fameuse figurine Kraken, voilà, qui a été l'une des raisons de mon achat de cette extension, hein, on va pas se mentir. Voilà, bon, qui tient plus du goodies geek qu'autre chose, hein, puisqu'elle ne sert qu'à indiquer quel est le joueur qui détient le plus de Nebuli, tout simplement, point barre. Voilà, donc en conclusion, Abyss est un jeu extrêmement classe, esthétiquement parlant, vous l'avez vu, ça installe vraiment une ambiance de sea opéra, si je puis dire, vraiment sympathique, chapeau à l'illustrateur, chapeau aussi aux auteurs pour avoir pondu un jeu aussi tactique et pourtant aussi accessible et simple. Voilà, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur Abyss, c'est un must-have, mettez-le dans votre ludothèque, et plus vite que ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à commenter sous la vidéo, à venir me faire un petit coucou sur le compte Twitter de l'émission, sur la page Facebook de l'émission. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais la bise, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Maintenant, parce que bon, un beau jeu ça fait jamais tout, eh bien, on va aborder le sujet primordial, qu'en est-il du système de jeu? Mais il est pénible ce chat là-haut, il y a un chat qui miaule.